Bonsoir, je suis très heureux au nom du FIFDH de vous accueillir virtuellement, encore une fois. L'année prochaine, ce sera peut-être en présentiel, on l'espère en tout cas, à ce débat co-présenté par le service Agenda 21, Ville durable, de la ville de Genève, dans le cadre de la Semaine de l'égalité, et par le Bureau de promotion et de l'égalité et de prévention des violences. Ce débat est né en fait du visionnement d'un film, Coded Bias, de Shalini Kantaya, un film exceptionnel, disponible sur notre plateforme VOD jusqu'à dimanche 14. Alors je fais un peu de pub, je vous recommande d'aller le voir. Ce film qui montre de manière extrêmement convaincante que les algorithmes, contrairement à ce qu'on peut croire, en tout cas à ce que je croyais, moi, ne sont pas neutres. Ils ont des biais de couleur, de genre, notamment les algorithmes utilisés dans les programmes de reconnaissance faciale. Ainsi, une femme noire est moins bien reconnue qu'un homme blanc. Ce film, ce débat, tombe donc à pic pour ce 8 mars, Journée internationale des droits des femmes. Le débat sera présenté ce soir par un talentueux journaliste, Mehdi Atmani, spécialiste des nouvelles technologies, journaliste indépendant, lauréat du Swiss Press Award l'année dernière, en 2020, pour une web-série encore disponible sur la plateforme RTS ou sur la chaîne YouTube, La Suisse sous couverture, que je vous recommande aussi. Je ne vais pas m'appesantir, je vous souhaite une excellente soirée. Merci. L'art doit quelquefois prendre la place de la politique, quand la politique, pour des raisons économiques, est bloquée. It's important to be able to write about violence with the same intimacy with which I write about love. We created the kind of community that allowed us to give expression to our dignity. Black lives matter. African young people. Actually, I'm not a hero. Bonsoir à tout le monde, très heureux d'être ici en cette journée particulière. Cette journée particulière où, sans mauvais jeu de mots, on va parler de cuisine. Pas de cuisine alimentaire, mais de la cuisine des algorithmes. Qui sont ces fameuses recettes de cuisine où on ajoute du sel, du poivre, et finalement ces algorithmes, on leur dit ce qu'il faudrait faire pour nous délester du poids de notre quotidien de femmes et d'hommes connectés. Ces algorithmes qu'on a préconçus dans des laboratoires aux États-Unis ou en Chine ou ailleurs et qui dictent finalement nos vies d'Homo numericus en 2021. Et ces algorithmes-là, finalement, ils font ce qu'on leur a dit de faire, c'est-à-dire ils ont été programmés par des hommes blancs, hétérosexuels et américains majoritairement. Et aujourd'hui, comme nos vies dépendent de ces algorithmes-là, est-ce que quand on est femme, quand on est noir, quand on est homosexuel aujourd'hui, est-ce que finalement on est représenté par ces algorithmes-là? Donc, on va parler de cette neutralité, ces algorithmes qui sont ni bons ni mauvais, et en tout cas pas neutres. Nous allons discuter avec trois expertes, dont j'ai le plaisir d'accueillir, une en présentiel, deux en distanciel. Je vais commencer avec Isabelle Collet. Vous êtes professeure à l'Université de Genève et spécialiste, entre autres, experte des questions de genre, notamment aussi dans les technologies. Et depuis Berlin, nous avons Julia Kloiber, qui est cofondatrice de l'organisation Superlab. C'est un think tank féministe pour l'élaboration et la promotion d'innovations technologiques inclusives. Et aussi Teresa Scatamburlo, qui est chercheuse à l'Université de Venise
et qui, elle, s'intéresse aux questions éthiques dans l'intelligence artificielle. Moi, j'ai une toute... Tout d'abord, bonsoir. Bonsoir. J'ai une toute première question. Les algorithmes ne sont pas neutres. Quel est votre constat? Vous êtes chercheuse, vous êtes professeure, vous êtes une femme. Quel regard est-ce que vous portez finalement sur cette non-neutralité des algorithmes? Eh bien, il aurait fallu être très naïf et très naïve pour penser que les algorithmes allaient être neutres, parce que, ma foi, les algorithmes, c'est nous qui les programmons. Et comme vous l'avez dit, le nous n'est pas très inclusif. On a de toute façon un monde numérique qui est conçu, paramétré, imaginé, maintenu et défini par des hommes blancs, en général hétérosexuels, en général des classes socio-professionnelles supérieures et en général américains. Alors évidemment, il aurait été bien extraordinaire que ces algorithmes puissent concerner tous et toutes, quand bien même d'ailleurs il n'y a aucune volonté de la part de ces développeurs d'algorithmes d'exclure une partie de la population. Mais c'est un peu, si vous voulez, une high technology, une technologie du jeu. On le fait pour soi, et qu'en soi on est un groupe dominant, et ben on pense qu'on représente l'universel. Si on explique un petit peu les choses, un algorithme, ça fait quoi? On parlait de l'analogie de la recette de cuisine, mais finalement, je suis Facebook, je suis Google, je suis Microsoft, je suis Apple. Je veux que quelque chose se fasse, je programme une recette de cuisine. Si je mets du sel, il va faire une chose. Si je mets du poivre, il va faire une autre chose. Et finalement, tout ça, ça va nous créer un service dont on dépend aujourd'hui, c'est ça? Alors, il y a des algorithmes où c'est très facile de prédire ce qu'ils vont faire. Ceux qui sont justement en mode recette de cuisine. On a une liste d'ingrédients en entrée, on explique tout le mode d'emploi, et à la fin, en gros, on connaît le goût du plat en sortie. Il y a des algorithmes qui sont les algorithmes de l'intelligence artificielle, c'est beaucoup plus compliqué. Parce qu'on va mettre une quantité considérable de données en entrée, et ensuite on va demander à l'algorithme, en somme, de faire des calculs statistiques très compliqués, des calculs de probabilité très compliqués, très longs, enfin qui seraient très longs, mais qui lui va faire évidemment très rapidement, à partir d'une masse de données absolument considérable. Et c'est là que ça se gâte. C'est-à-dire, si ça s'appelle Deep Learning, par exemple, ou Big Data, c'est parce qu'on est justement dans des volumes où on n'est plus capable d'expliquer littéralement comment l'algorithme s'y prend. Comme une boîte noire où on mettrait énormément de données en entrée et on doit faire confiance sur comment on va obtenir quelque chose en sortie. Sauf qu'évidemment, la qualité de ce que vous aurez en sortie va dépendre de ce que vous aurez mis en entrée. Et c'est là qu'une partie des choses se gâte, quand les données d'entrée, ma foi, ne sont que le reflet du monde dans lequel on vit. Et le monde dans lequel on vit n'est pas parfait. Il est rempli de biais sexistes, racistes et homophobes. Finalement, la société numérique dans laquelle on vit, est-ce qu'elle reflète les biais physiques de notre société, ou est-ce qu'elle les extrapole? On a bien vu avec l'élection de Trump, ou notre consommation des réseaux sociaux actuellement, que finalement on est assez contenté par les gens qui pensent comme nous, des gens qui sont comme nous. On n'est pas beaucoup confronté à l'adversité, à l'altérité, pardon. Est-ce que finalement ces biais de genre ils se manifestent par ça? Alors on va prendre un exemple tout simple et concret pour qu'on voit bien comment ça marche. Si vous avez un outil d'aide à la décision, que vous êtes banquier ou banquière et que vous avez besoin de savoir si vous allez financer le projet d'une start-up dont on vous soumet le dossier. Bon, l'algorithme va regarder comment la banque s'y prend d'ordinaire. Quels sont les projets qui ont été subventionnés d'ordinaire? Quels sont les profils des porteuses et porteurs de projets qui ont été subventionnés d'ordinaire? Et l'algorithme va se rendre compte qu'en moyenne, la banque fait moins confiance à dossiers équivalents aux algorithmes portés par des femmes que par des hommes. Alors il va supposer que la banque fait ce travail en conscience et il va dupliquer ce qu'il est en train d'observer. Et donc, non seulement il va conseiller de continuer à être biaisé de cette manière-là, mais en plus, il va réutiliser en entrée les données qu'il aura produites. C'est-à-dire que les conseils qu'il aura donnés et les préconisations qu'il aura faites vont devenir ces données d'entrée pour les futures préconisations. Donc, non seulement l'algorithme est le reflet de notre société,
Mais en plus, c'est une espèce de loupe grossissante puisqu'il va augmenter, magnifier les biais qui sont déjà à l'œuvre. Le problème, il est où? C'est ils ont été conçus par des entreprises américaines, des hommes blancs qui vivent dans un certain écosystème et qui ne reflètent pas non plus toute la diversité. Il vient d'où le problème des données qui sont là pour les entraîner ou pas? Alors, il y a les deux en fait. D'une part, il y a les données qui servent à entraîner. Par exemple, actuellement, dans le domaine public, on a toute la littérature d'avant 1950. La littérature d'avant 1950, elle a des biais de classe sociale, elle a des biais de sexe, elle a des biais de race, ça c'est absolument manifeste. Alors ça te fait une manne considérable de données en entrée, de textes, on peut faire de l'analyse de phrases, de langage, de termes, etc. Mais le moins qu'on puisse dire, c'est que par exemple la place des femmes dans ces livres-là n'est pas la même que la place des hommes. Et puis d'autre part, il y a aussi les personnes qui conçoivent une technologie qu'ils espèrent vendre et qu'ils espèrent être accessible à tous et à toutes. Bon, là, on a fait déjà un certain nombre de constats. Par exemple, il suffit de voir le temps qu'il a fallu pour avoir sur nos téléphones des applications de santé qui monitorent les cycles menstruels. Ça intéresse beaucoup de monde, ça intéresse la moitié des personnes qui utilisent. Mais ça intéresse environ 10% des personnes qui programment. Eh bien, il a fallu des années. Les applications de santé étaient là et soudain, cette fonctionnalité pratique et qui intéresse quand même beaucoup de monde est enfin arrivée. Donc là, c'est un biais qui vient directement de la grande homogénéité des programmeurs. Moi, j'avais aussi envie d'entendre Julia Kloiber. Je ne les vois pas à l'écran. S'ils nous entendent. Julia et Teresa, bonjour. Julia, une question pour vous. Hi, good evening. Bonsoir. Good evening. Bonsoir. Comment est-ce que quel constat est-ce que vous dressez, Julia, finalement, de ces biais dans les algorithmes? Vous avez travaillé dans l'industrie du film à New York, là vous êtes à Berlin, et vous travaillez justement à détecter finalement ces biais, à les corriger et à trouver des solutions pour avoir une société numérique, une représentativité finalement qui est beaucoup plus inclusive. Oui, je pense que c'est intéressant de ne pas parler que de l'algorithme ou de l'intelligence artificielle, parce qu'on a souvent l'impression que les données reflètent la réalité, mais les données dépendent grandement de qui les collecte et pour quelles raisons elles sont connectées. Il peut donc y avoir beaucoup de biais dans les données. Les données ne reflètent pas nécessairement la réalité. Je pense que c'est une idée à laquelle il va falloir renoncer. C'est important d'introduire cela dans la discussion parce qu'il peut y avoir des lacunes dans les données. Lorsque l'on parle des femmes invisibles, beaucoup d'entre vous dans le public savent probablement que dans le domaine de la médecine, beaucoup d'essais cliniques ne sont effectués que sur des hommes. On connaît beaucoup mieux les symptômes des crises cardiaques chez les hommes. Les crises cardiaques chez les femmes font l'objet de mauvais diagnostics et il y a des lacunes en matière de données pour ce qui est des symptômes. Il faut bien comprendre où se trouvent ces lacunes, pourquoi elles existent. Il y a un projet d'application qui a été lancé à New York pour la collecte de données de manière à visualiser les lacunes, parce que ces lacunes bénéficient aussi à certains segments de la population. Ce n'est pas toujours une bonne chose d'avoir des données. Surtout, parfois, il peut être bénéfique de ne pas avoir les données. Il faut aussi savoir quelles données sont publiques. On parle de transparence, d'open data. Je pense que c'est quelque chose qui est particulièrement pertinent dans le contexte de l'intelligence artificielle et des algorithmes. Des données. Alors, c'est vrai qu'il faut aussi parler d'une chose aussi qui est très, très importante et un immense paradoxe de l'époque. C'est que finalement, en tant que femme et homme numérique, on a envie de nouveaux produits. La technologie est là pour nous assister ou nous délester du poids des tâches quotidiennes.
Et finalement, pour avoir des services performants, il faut les entraîner avec des données. Donc c'est un peu le serpent qui se mord la queue. Mais ce que soulignait justement Julia, c'était que finalement, ces intelligences artificielles, ces algorithmes sont entraînés sur des données qui excluent finalement massivement les femmes, les personnes de couleur, etc., pour avoir une vision qu'on dira plus représentative de la société dans laquelle on vit. Moi, j'ai une question pour Teresa. Hein. Vous êtes chercheuse et puis vous vous intéressez aux questions éthiques dans l'intelligence artificielle. Quel regard, est-ce que vous portez finalement sur ces biais? Comment est-ce qu'on pourrait les corriger et comment entraîner cette intelligence artificielle avec des données qui concernent tout le monde et pas forcément des hommes blancs? Okay, so thanks first of all for inviting Tout d'abord, me to merci this, de m'avoir interesting invité interaction. à ce débat très I intéressant. would say that first of all, we are now Tout talking d'abord, a je lot dirais que about AI. nous parlons beaucoup de AI has a long l'intelligence tradition, artificielle and aujourd'hui, it's mais not l'intelligence just artificielle, about cela deep existe learning, depuis deep déjà learning. longtemps. So Ce n'est there are pas many que methods l'apprentissage machine. Il y a de in the past nombreuses méthodes which dans l'intelligence artificielle all data qui and that don't need ne the amount s'appuie of pas data forcément that sur are usually cette used quantité for de deep données learning, que which nous are utilisons pour l'apprentissage working machine. better if we feed the algorithms with a lot of data. Ce n'est pas forcément vrai que le système fonctionne mieux si on entre des données de masse dans un système d'intelligence artificielle. Il n'y a pas que cette solution. Il n'y a pas que les réseaux neuronaux. Il y a tout un vaste spectre de méthodes différentes. Ce débat sur les biais est très intéressant parce que cela ne concerne pas que les discriminations dans la société. Il s'agit de réfléchir à nos méthodes de conception. Comment est-ce que l'on crée une société plus inclusive? La communauté de la tech, en particulier la communauté de l'apprentissage machine, discute beaucoup des méthodologies, des techniques qui peuvent nous aider soit à retirer les biais des données, soit à corriger l'algorithme en les entraînant. On entraîne des modèles et on voit comment les déployer dans le système. Je crois que les solutions techniques ne suffisent pas en elles-mêmes. Elles sont utiles, certes, et nous devons les prendre en compte car elles peuvent nous aider à détecter des biais, par exemple, mais elles ne sont pas la panacée, elles ne peuvent pas être notre unique approche de ces technologies numériques parce que lorsque nous codons, par exemple, des données avec une approche, disons, d'égalité ou de justice, eh bien, l'égalité, la justice sont des concepts qui peuvent dépendre de la personne qui code. Il faut donc continuer ces échanges et veiller à ce qu'ils soient interdisciplinaires et qu'ils incluent des ingénieurs, des informaticiens, mais aussi des sociologues, de manière à ce que nous puissions bien comprendre les problèmes de justice au sein de la société. Fondamentaux, hein. Internet à 30 ans, avec le projet un petit peu fou de connecter tout le monde, avec une utopie comme ça, égalitaire, etc. Et on se rend compte aujourd'hui, en 2021, qu'il est finalement source d'exclusion et que ce web tant admiré, il se fragmente, il est source de biais, etc. Quelle analyse est-ce que vous portez en tant que chercheuse, en tant qu'experte, sur finalement cette fragmentation et ces biais qui finalement prennent de
de l'ampleur qui fragmente finalement chaque individu dans des bulles un petit peu filtrantes, hein, et qui empêche une visibilité des minorités. Alors Internet a quand même fait une chose totalement extraordinaire, c'est qu'il a permis l'avènement du mouvement MeToo. C'est-à-dire que je pense vraiment que sans la capacité de diffusion des réseaux sociaux, MeToo aurait fait un pétard mouillé, c'est-à-dire que ce serait resté très local, et puis on l'aurait oublié assez rapidement. Là, le secret de Polichinelle du monde entier, qui est que toutes les femmes connaissent le harcèlement sexiste ou sexuel, non seulement il est arrivé dans l'espace public, mais nous toutes, on a pu dire « moi aussi ». Et ça, il a fallu un réseau aussi vaste et une appropriation aussi vaste de ce réseau. Alors évidemment, après, il n'est pas parfait, ça, on est tout à fait d'accord. Et par ailleurs, il n'est pas si libre que ça. C'est-à-dire, l'utopie d'Internet au départ, et ça le reste en partie, c'est quand même que l'accès est relativement ouvert. Tout le monde peut ouvrir un site, peut obtenir une adresse. Il y a quand même eu au départ une utopie d'Internet pour tous, de communication pour tous, qui existe toujours. Alors après, évidemment, il y a moyen de faire de l'argent avec Internet et il y a moyen de tirer profit de toutes ces masses de données que Google, Facebook et autres GAFAM rassemblent. Et il y a moyen de se trouver des niches où on ne parle finalement que dans un entre-soi. Néanmoins, il ne faut quand même jamais oublier que bien des mouvements ont pu démarrer grâce à cette grande ouverture et à cette liberté du net qui, pour le coup, il faut absolument conserver. Mais est-ce que finalement ce réseau sur lequel on est tous les jours, est-ce qu'il est aussi vecteur d'émancipation pour les personnes racisées, pour les billets de genre, pour corriger ce type de choses? On se souvient l'année dernière aux Golden Globes, les actrices américaines multimillionnaires qui revendiquaient finalement aussi d'être payées autant que les acteurs hollywoodiens hommes. Pourquoi est-ce que ce débat il a pas lieu finalement dans l'univers numérique? Pourquoi finalement dans le monde physique et le monde numérique, il y a deux vitesses alors qu'on vit dans le même monde? Julia, qu'est-ce que vous en pensez, vous qui avez travaillé dans l'industrie du film? Je ne pense pas que tout soit blanc ou noir. L'Internet, je suis d'accord avec Isabelle, a un potentiel extraordinaire. Sans Internet, nous ne serions pas ici à cette table ronde pendant une pandémie. Cela a ouvert la connaissance. Imaginez des projets comme Wikipédia, un projet tout à fait collaboratif qui permet à chacun d'avoir accès à la connaissance. Un des problèmes d'Internet, toutefois, est qu'il est dominé par des intérêts commerciaux. Ce sont des entreprises qui contrôlent Internet et l'industrie de la publicité qui souhaite nous profiler, nous surveiller pour nous vendre des publicités plus ciblées. Ils souhaitent que nous conservions notre attention sur certaines plateformes. Il y a les algorithmes de recommandation qui vous proposent du contenu toujours plus pointu. Mais je crois que le potentiel d'Internet est toujours là. Il faut trouver des manières de lutter contre les discours de haine, la discrimination et imaginer un Internet qui ne tourne pas autour des internets commerciaux, mais des intérêts de la société et des individus. C'est quelque chose qui sera essentiel à l'avenir. Nous allons devoir créer des discours alternatifs qui viennent contrer les discours des grandes corporations, de manière à nous libérer des contraintes qui s'accompagnent. Est-ce que si on change de paire de lunettes, est-ce qu'on peut critiquer un certain patriarcat numérique et finalement de pouvoir remettre en question une domination des grandes entreprises, mais aussi de certains gouvernements? Est-ce que, en tant qu'individu, en tant que société, est-ce qu'on arrive à pouvoir établir une critique raisonnée sur le numérique pour restaurer une certaine égalité et une certaine diversité? Julia.
I just tuned into the Mozilla Festival, and I recommend people checking it out. And the Je viens debate de was regarder around le Festival Mozilla et the global je vous minority recommande developing for d'y the jeter un global œil. majority. Il y So the avait ones who have un all the débat resources and the sur power developing for those who le lack the fait que resources. So when it une comes to minorité crée the new pour la technology, it's always a majorité. question of Et les power nouvelles and power shifts. technologies, c'est toujours une And also question de civil society pouvoir et organizations d'équilibre who des are working pouvoirs. Il towards y a these des power shifts, who are organisations de coming la up with société civile qui alternative tools, travaillent alternative pour visions. servir de contre-pouvoir et And proposer sorry, des I visions du lost monde the train of thought. alternatives. What was Et the je sais question plus again? où je Finalement, voulais en si on, venir, dit comment Julia. Est-ce critiquer que vous pouvez finalement répéter la question? ce patriarcat numérique et est-ce qu'on a finalement en tant que société les outils pour pouvoir la remettre en question, de pouvoir décider, ben non, ben moi j'utilise toujours les réseaux sociaux, le web, etc. Mais je ne veux pas non plus, je ne me reconnais pas dans la société numérique telle qu'elle m'est proposée aujourd'hui. I think some of us might have the tools. So I'm working a Certains lot d'entre with nous vont civil probablement devoir society faire des choix. Je organizations, as I travaille mentioned, beaucoup avec des who organisations de serve la as société watchdogs, who civile observe what's qui going on, where they see effectuent des discrimination, activités de where people are veille et qui disconnected. I mean, alertent lorsqu'il y a des we have to discriminations, think about the fact that a notamment. big percentage of the Nous world's devons garder à population is l'esprit not qu'un yet online, right? While we are already grande partie de la going down population the n'est very toujours dystopian pas en ligne. road and train. So how do people who are coming Donc avant de online rentrer right dans now une perceive the dystopie, internet, il faut réfléchir à la manière dont what are the ces gens organizations qui out there, like n'avaient in the pas accès movie à with Internet Joyful and Winnie, jusqu'ici we saw the conçoivent organization Big Brother l'Internet. Watch from the UK. Who are the civil rights organizations and groups that are Nous avons pointing out travaillé problems, avec that are fighting diverses for organisations de la legislation, société that are civile au doing strategic Royaume-Uni qui litigation on some of these issues? travaillent So I think pour not changer la everyone has the législation, tools, qui but we need to build stronger civil font society parfois, organizations that have the tools in order qui mènent to parfois des procès pour work avancer dans towards ces the domaines. Donc interests oui, il of faut the majority que nous and travaillions à des society outils at qui large. servent And a lot of these l'intérêt organizations général still lack de la société. funding, lack Et ces resources, organisations ont toujours besoin de financement, elles many manquent of de them ressources. also lack resources to Nombre develop d'entre open source elles alternatives. I mean, Mozilla last year, I think, voudraient had to avoir let des go of a third of ressources their pour développer des staff alternatives. again, L'an and they dernier, are one of the Mozilla a dû privacy licencier. preserving open source browsers out there. Et c'est The only one actually. d'ailleurs le So seul we need qui to also think about permet d'avoir un maybe navigateur investing open tax source. money into the development of these Donc nous tools allons peut-être and devoir supporting civil society consacrer l'argent organizations, du maybe also with tax contribuable en money. partie pour Il le y a développement de ces toujours outils. ce grand paradoxe finalement où on est consommateur et consommatrice de technologies qui arrivent chaque année, des nouveaux produits, et finalement le temps pour les digérer, pour les critiquer, pour s'en emparer, pour peut-être les remettre en question, il prend plusieurs années. Notamment aussi pour critiquer certains biais. La société est maintenant mature aussi pour dire, tiens, peut-être qu'il y a certains biais dans les technologies, dans les algorithmes, etc. Et ça dépend aussi du fait qu'on n'est pas forcément en tant qu'être humain mature ou équipé ou formé à critiquer, à comprendre cette nouvelle technologie que le marché nous amène pour finalement nous délester des tâches du quotidien. Et ce qui revient en fait aussi à la question de l'absence ou du faible taux de femmes dans les technologies, dans les branches technologies. Est-ce que, selon vous, le fait de pouvoir justement ouvrir d'autant plus cette formation-là aux femmes, est-ce qu'on pourrait avoir... mon rêve, ce serait d'avoir c'est quoi un regard de femme sur la technologie, vu qu'on a toujours vécu avec un regard d'homme sur la technologie? Alors, déjà, je voudrais dire que des produits arrivent de plus en plus et on a tendance à dire que les choses s'accélèrent. En même temps, c'est pas un problème, c'est loin d'être un problème récent. Je veux dire par là, actuellement, on constate que la reconnaissance faciale se fait moins bien avec des visages noirs qu'avec des visages blancs. Avec les visages asiatiques, ça marche pas très très bien non plus, parce qu'au début de la reconnaissance vocale, quand vous faisiez une acquisition de votre visage, quand vous avez un visage asiatique, dans un certain nombre de cas, l'appareil vous demandait d'ouvrir les yeux
Parce qu'effectivement, il ne faut pas qu'on puisse déverrouiller votre téléphone si vous avez les yeux fermés, si vous dormez, si vous êtes inconscient. Sauf que ça marche assez bien avec des yeux comme les blancs ont, mais moins bien avec des yeux en amande qu'on retrouve chez les personnes asiatiques. Donc ce problème-là qu'on a aujourd'hui avec la technologie, mais on l'avait déjà du temps de la pellicule argentique, c'est-à-dire que les visages noirs ressortent moins bien avec la pellicule argentique que les visages blancs parce que la pellicule avait été optimisée pour des blancs. Donc en fait, ce problème-là, il existe depuis très longtemps. Je trouve qu'actuellement, avec les biais de l'intelligence artificielle, sont détectés et on réagit plus vite qu'on ne l'a jamais fait avec la technologie depuis qu'elle existe et depuis que malheureusement elle est tout aussi patriarcale. Donc on a quand même cette prise de conscience, cette acculturation féministe, on va dire, et antiraciste qui se fait dans la société. Et là où vous relevez le paradoxe, c'est que c'est aussi grâce à ces mêmes réseaux sociaux que cette acculturation se diffuse et se fait. Alors cette question de ce serait quoi une technologie avec un regard de femme, en fait, moi mon rêve, ce serait que les équipes de développement seraient tellement diverses qu'on ne saurait plus ce qu'est un regard d'homme ou un regard de femme, mais il y aurait une technologie émergente qui serait inclusive. En fait, ce sont des expériences qu'on constate déjà. On s'est beaucoup posé la question, est-ce que si la politique était faite par les femmes, elle serait faite différemment, etc. On se rend compte en fait que quand l'équipe est mixte, hommes et femmes se permettent de faire des réflexions qu'ils n'auraient pas nécessairement fait en groupe non mixte. On peut tout à fait penser la même chose à la technologie. Un groupe mixte, alors en termes de sexe, mais également en termes d'origine ethnique, un groupe mixte va produire une technologie qui non seulement va refléter différentes visions, mais qui en soi va être différente, nouvelle et plus inclusive. Ça, ce serait effectivement un monde technologique déjà que j'ai envie de connaître et qui probablement nous transformerait le monde technique actuel. Mais à mesure que les biais se font jour dans la technologie, est-ce qu'il a vu aussi l'émergence d'un féminisme technologique, finalement, de pouvoir critiquer ou de pouvoir débattre d'une technologie avec un autre regard qui est autre que celui qui nous est imposé depuis finalement le début de l'Internet? Teresa, qu'est-ce que vous en pensez, vous? Yeah, for sure, association and feminism Bien sûr, les associations et le féminisme ont contribué à ouvrir les perspectives des approches technologiques traditionnelles. Mais, comme je l'ai dit, il ne s'agit pas là que d'une question de biais de genre, de biais sexiste. C'est une question d'inclusion de la diversité et de considérer les individus comme des sujets du produit des algorithmes et des êtres humains qui ont des droits. Les êtres humains, les hommes, les femmes, doivent être pris en compte avec leur liberté, avec leurs opinions politiques. Ce sont des facettes de l'humanité qui doivent être respectées. Les dernières évolutions de la gouvernance de l'intelligence artificielle vont dans ce sens. Par exemple, les lignes directrices en matière d'éthique promues par l'Europe vont dans ce sens. Il y a également des exigences en matière de diversité, d'universalité, d'approche participative, visant à ce que toutes celles et ceux qui peuvent être affectés directement ou indirectement par ces technologies puissent faire entendre leur voix.
et que ces voix soient prises en compte dans l'évaluation et la conception de ces technologies. Bien sûr, les associations et leurs points de vue peuvent contribuer à la conception de ces systèmes d'intelligence artificielle. Mais nous devons également inviter le grand public à participer au débat. Il faut que les individus lambda puissent comprendre les capacités de l'intelligence artificielle, que nous puissions tous comprendre ces capacités et que nous puissions écouter leur voix. Dans la problématique des technologies et des algorithmes, les problèmes les freins finalement sont multiples. À la fois, nous sommes dépendants de grandes organisations, à la fois nous sommes aussi dépendant d'un problème finalement aussi de société qui est de ne pas pousser non plus aussi les femmes dans des filières qui sont techniques ou de promouvoir des femmes à des postes à responsabilité dans des grandes entreprises technologiques. Évidemment, on a l'impression que les freins ils sont à tous les niveaux et que le débat il est pas technique, il est politique, il est philosophique, il est de société. Moi, j'ai envie de quand même vous entendre sur les portes de sortie, parce que en tant qu'experte, c'est vous qui travaillez depuis de nombreuses années justement pour pouvoir décloisonner ce web, le rendre beaucoup plus égalitaire et promouvoir la voix des femmes experts, qu'elles soient hackeuses, codeuses, ingénieurs, graphistes, etc., dans ces promotions-là. Alors, Julia, expliquez-moi un petit peu quelles sont quelles portes de sortie, quelles solutions est-ce que vous voyez pour finalement construire une société numérique à venir qui soit beaucoup plus inclusive. Avant d'aborder les solutions, on parle souvent des problèmes, évidemment c'est important, mais je voudrais répéter le fait que ces problèmes, ces questions ne sont pas des problèmes technologiques. Les problèmes de la technologie ne sont pas technologiques, ils sont systémiques. Bien sûr, regarder les choses sous un prisme féministe peut nous aider à comprendre la complexité du problème, nous donner différentes perspectives et nous faire comprendre les différentes couches de discrimination qui se superposent parce que les identités sont complexes. Il y a le genre, la sexualité, l'orientation sexuelle, la religion et tout cela se compile et peut faire l'objet de discrimination dans certains systèmes. Lorsque nous parlons de révolution numérique, il faut également parler de révolution féministe. Cette révolution doit être féministe, pour citer Francesca Bria. L'égalité doit vraiment figurer au cœur de nos travaux. Si nous voulons un monde plus vert, plus durable et plus égalitaire. C'est ce qui ressort de nombre d'études. Lorsque vous me demandez comment améliorer l'intelligence artificielle, quelles sont les solutions, eh bien, je vais attirer votre attention sur un rapport publié par la Fondation Mozilla. La Fondation Mozilla s'intéresse à l'intelligence artificielle fiable. Il regarde les décisions qui sont prises avec les données, qui utilisent ces données pour faire quoi? Parce que souvent, lorsque l'on parle de ces questions, on fait des généralités. Mais je pense qu'il est important de se pencher sur les utilisations concrètes et ne pas parler de cela de manière trop générique et d'utiliser des termes bateaux pour en parler. Il faut également, lorsque l'on parle de discrimination, regarder les objectifs. On en a déjà parlé. Il faut savoir quelles sont les données qui entrent dans le système et
Quels individus sont représentés dans ces datasets et lesquels ne le sont pas. Ensuite, il y a la question de la transparence. Il faut pouvoir expliquer ces outils. Il faut que ces outils soient compréhensibles de manière à protéger les utilisateurs, mais aussi leur donner un levier d'action. Il faut que ces systèmes puissent être remis en question si nécessaire. Il faut pouvoir remettre en question un algorithme. Il faut pouvoir faire appel d'une décision automatique si on n'est pas d'accord avec elle. Ce sont là des composantes importantes. On pourrait en parler en détail. Je voulais simplement vous en citer quelques-unes. Mais j'aimerais écouter Teresa et savoir ce qu'elle pense de tout cela également, puisque c'est son domaine de recherche. Teresa, vous avez un avis sur les solutions? Julia mentioned all the requirements, many Oui, of the requirements Julia which are a part of the mentionné project beaucoup in Europe d'exigences to design a trustworthy AIs, de which means, as l'Europe you said, to en matière de make them conception transparent, d'intelligence to artificielle allow fiable. to support human decision making. L'objectif est que Also ces to intelligences consider the artificielles global puissent social, appuyer la prise de impact, décision which includes humaine also tout en prenant en environmental compte impact, which is les also conséquences, notamment underestimated. sociales et environnementales, qui sont All souvent these aspects, sous-estimées. so Tous ces aspects, social discriminations, gender la discriminations, discrimination and, sociale, la discrimination sexiste communications about et real and la transparent and honest communication communications about AI, all et these la aspects are transparence. connected. I think Tous this is ces the aspects sont huge challenge. interconnectés. Et le défi, il est Otherwise, là. if we focus just one issue, Si nous nous concentrons being simplement that, sur either the explainability un problème, par or, exemple l'explicabilité ou discrimination la or discrimination, whatsoever, we are missing the point because, as Julia said, these systems nous are socio-technical systems. We are nous integrating tapons à côté. technical Ces capabilities with, systèmes, comme l'a social dit Julia, sont des constructs. systèmes Because we are sociaux. introducing Ils all s'appuient these sur des algorithms constructions in existing sociales. social Ces infrastructure, algorithmes in our sont une couche bureaucracy, for supplémentaire example, qui viennent and, sur des choses qui in, existent déjà et qui sont complexes, comme par exemple getting, for la example, bureaucratie. opportunity like educations or work. Il y a And, des opportunités qui existent, comme par exemple le travail ou l'éducation, et cela peut engendrer des discriminations. Je pense que nous devons adopter une approche globale dans la manière dont nous envisageons ces questions. Bien sûr, c'est difficile. Il n'y a pas de solution unique. Il faut mettre sur pied un processus qui permette également de changer les mentalités. Et cela signifie que nous devons également changer nos modèles d'activité économique. Nous devons être plus transparents quant à l'utilisation de l'intelligence artificielle au sein de ces activités économiques. Dans le fond, c'est un changement culturel qu'il faut mettre en œuvre. Là, j'ai 3 questions pour vous, pour réagir à ce que vous venez de raconter. Une question un petit peu polémique, c'est que finalement, on m'a toujours dit, si tu veux comprendre le fonctionnement d'un algorithme, il faut enquêter sur ceux qui les fabriquent. Est-ce que finalement, nous, en tant qu'individus, est-ce qu'on a la capacité de remettre en question ce dont on se sert tous les jours? Et on en revient à la question de la formation. Est-ce qu'on a les outils pour critiquer, pour établir un discours critique et dire non, là il y a un problème, etc. Alors que finalement, ça fait 20 ans qu'on a délégué nos vies à des systèmes qui nous rendent finalement bien service, mais dont on a un peu de la peine, on n'a pas forcément de prise dessus. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, Isabelle? Alors, moi, je suis en sciences de l'éducation, donc évidemment, je vais vous dire que l'éducation, c'est important, c'est très important. Et actuellement, moi, je déplore, alors que l'informatique a tant d'importance dans nos vies, c'est-à-dire si on voulait aujourd'hui vivre sans Internet, sans ordinateur, on peut, mais on fait un choix qui, en termes de relations sociales ou d'intégration dans la société, est coûteux. C'est clairement pas anodin. D'autant plus que la transition numérique s'accélérant, un grand nombre de tâches administratives, par exemple, ne pourront plus être faites en allant à un guichet ou en donnant un papier. Donc il est absolument fondamental de former toute la population, les élèves, les ados et les adultes, aux enjeux du numérique et au fonctionnement du numérique. Je ne veux pas dire qu'il faut apprendre à programmer à tout le monde, mais il faut que tout le monde ait la capacité et suffisamment de connaissances sur le monde numérique pour avoir la capacité de donner son avis sur son développement et sur sa mise en œuvre.
actuellement, il y a quelque chose qui me pose souci, c'est que souvent, quand on parle de numérique à l'école, je n'ai pas dit toujours, hein, mais je dis souvent, l'entrée qui est prise, c'est les dangers du numérique. Alors, il y a des dangers du numérique, il y a des fake news, il y a du cyberharcèlement, il y a de l'addiction numérique. Mais si on tient ce discours-là aux jeunes, on est à peu près aussi crédible que quand on parle d'éducation à la sexualité et qu'on dit « oulala, c'est dangereux, on attrape des maladies, il ne faut pas le faire ». Le numérique est tout à fait aussi tentant et un discours uniquement par les dangers ne fonctionne pas. Par contre, les jeunes, on a aussi une espèce de croyance que parce que les jeunes sont nés avec le numérique, on n'aurait rien besoin de leur expliquer. C'est-à-dire ils sauraient spontanément et que nous autres, plus âgés, eh ben, on est dépassés, mais que les jeunes, eux, tout de suite, bien sûr, ils ont tout compris au numérique. Non, pas du tout. Aucune compétence n'arrive de manière innée. Et donc, il y a une acquisition de savoir à faire, et en particulier pour apprendre à tous et toutes à ne pas être uniquement passif devant les outils numériques. C'est-à-dire, on peut liker une vidéo sur YouTube, on peut également poster, on peut également critiquer, on peut choisir quels outils on utilise ou pas, on peut décider de mettre ou de ne pas mettre un certain type de photos sur YouTube, mais il est important de savoir, sur Facebook, mais il est important de savoir ce qu'on fait, ce qu'elles deviennent, pourquoi on le fait, agir en conscience. Et ça, c'est une éducation au numérique qui, en grande partie, reste à faire, tout en mettant aussi les choses en parallèle avec le monde tel qu'il était avant. On n'a pas eu besoin d'Internet pour inventer les fake news. Si on se souvient par exemple ce que les médias, les politiques, la discussion qui a pu tourner autour de la guerre du Golfe au moment du canon irakien, de la capsule d'anthrax, etc., c'était de la fake news en gros volume. Et on n'avait pas besoin de Twitter pour diffuser ce genre. Donc, ce n'est pas le numérique qui a inventé ces fake news, ce n'est pas le numérique qui a inventé la surveillance, ça l'a peut-être démultiplié. Remettre le numérique à sa place en perspective dans une histoire et dans une société, c'est aussi un moyen de donner aux individus de cette société des compétences pour donner leur avis, dans quel sens on voudrait qu'elle se développe. Dans les solutions, Julia, vous évoquiez la nécessité finalement d'une révolution. Mais comme on le disait tout à l'heure, le problème, il n'est pas technologique, mais il se heurte à des intérêts qui sont économiques et politiques. Finalement, les outils et les algorithmes qu'on utilise sont en main d'entreprises extrêmement puissantes avec des liens dans les administrations, les gouvernements, etc. Est-ce que finalement, on a les outils pour pouvoir faire les choses autrement? Parce que finalement, ce n'était pas comme ça qu'il fallait faire. Oui, je pense que tout ne doit pas reposer sur les épaules des individus. On est en pleine pandémie, les gens sont chez eux, ils s'occupent de leurs enfants, ils n'ont pas des ressources en temps infini. Ils ne vont pas forcément se former à l'utilisation des algorithmes, à la manière dont ils fonctionnent. Non, nous avons besoin d'une législation solide qui protège les droits humains, qui protège les droits numériques. Nous avons besoin d'organisations solides qui fassent des études sur ces différents outils. Nous ne pouvons pas laisser cela à tout un chacun. C'est une responsabilité importante. Nous savons également que ce sont les minorités qui sont les plus affectées par ces nouvelles technologies. Ce sont les minorités qui, les premières, souffrent des répercussions de l'utilisation de ces technologies, mais souvent elles n'ont pas l'instruction nécessaire pour comprendre, ni les ressources pour comprendre comment ces technologies fonctionnent, surtout si ce sont des gens qui sont chez eux avec leurs enfants. C'est un peu utopique de croire que c'est possible. Et c'est aussi très injuste parce que cela demande de la bande passante, ça demande de la connaissance, de comprendre comment fonctionnent ces systèmes. Ici, nous vivons dans l'Union européenne, nous avons vu cela avec le RGPD. Nous cliquons sur ces pop-up qui nous demandent « Est-ce que je peux collecter ces données? Oui, oui, oui. Non, donnez-moi juste du contenu, c'est tout ce que je veux. » Nous devons comprendre concrètement ce que signifie le consentement éclairé. Et cela signifie
que les gens doivent pouvoir s'approprier une technologie, la comprendre, sans pour autant avoir fait un master en sciences. Nous avons donc besoin tout d'abord d'un cadre juridique qui protège les droits humains et des organisations de veille qui surveillent ce qui se passe dans la société. C'est absolument essentiel si on veut un Internet égalitaire et juste. Je reçois plusieurs questions du public. Et une question, est-ce que finalement, enfin, deux questions en une, est-ce que vous vous considérez comme activiste dans vos domaines respectifs? Oui, c'est une drôle de question. En général, on me demande si on me considère comme féministe, mais là, je pense qu'on a fait notre coming out précédemment, donc on n'a pas la question. C'est un peu comme quand les enseignants, les enseignantes, enfin je dis ça parce que je forme des enseignants et des enseignantes, me disent oui, mais est-ce que vous considérez comme militante? Ben, pour moi, les enseignants et enseignantes sont par définition militants et militantes. À partir du moment où on veut lutter contre l'échec scolaire, on est militant. Moi, je dirais qu'à partir du moment où j'essaie de transformer à mon niveau, j'essaie de faire prendre conscience. Je viens ici en disant ce qui me semble pas jouer dans les algorithmes. Oui, je pense que je peux dire que je suis activiste. Est-ce que la situation actuelle, finalement, dans le monde numérique, avec les problèmes dont on a discuté, est-ce qu'il pousse maintenant à finalement passer la deuxième et à prendre les armes pour pouvoir défendre finalement, Julia parlait de justice, mais ce qui est applicable au monde physique ne l'est pas forcément dans le monde numérique. Alors, par rapport aux minorités et aux biais de genre et de... On parle d'activisme, vous dites prendre les armes, là on va sur une pente savonneuse. C'est pas bon terme. Non mais plus sérieusement, moi le domaine sur lequel j'essaie d'agir, c'est plus de mixité dans le monde numérique. Alors, je suis absolument convaincue, ça ne va pas résoudre la totalité de la situation. Comme on disait tout à l'heure, c'est un problème systémique, il faut des lois qui encadrent, il faut une surveillance. Mais par exemple, sur cette dimension de plus de mixité dans le numérique, on est passé d'un discours tourné vers les femmes en leur disant « Allez les filles, courage, faut y aller, prenez-vous en main, c'est bon pour vous ». On est passé à un discours sur « Bon, c'est pas les femmes sur lesquelles il faut agir, c'est l'institution. Pourquoi l'institution est-elle si peu inclusive? Comment pourrait-elle l'être davantage? Comment réformer ?» Alors quand je dis institution, c'est les entreprises, les écoles, les hautes écoles, les unis, etc. Comment réformer les institutions pour faire en sorte qu'on n'ait plus besoin d'encourager les femmes contre une censure sociale qui leur explique qu'elles n'ont pas leur place dans le numérique. Comment réformer les institutions pour abattre cette censure sociale? Donc voilà, ça c'est déjà, ça c'est un petit bout du monde, en quelque sorte, qu'on pourrait transformer. Et le fait qu'on est passé de bon, les filles, elles n'y vont pas, mais on ne peut pas les forcer, sinon il faut qu'elles se prennent en main, réfléchissons à comment transformer les institutions, c'est une façon de passer à la deuxième, en effet. Il y a une question de Noémie, j'aimerais peut-être bien vous entendre, Julia, là-dessus, qui se pose la question, comme les biais sont finalement identifiés, est-ce qu'il faudrait arrêter d'utiliser les logiciels qu'on a l'habitude d'utiliser depuis des années et finalement créer quelque chose de plus inclusif? Est-ce que là, on a finalement un point de bascule où il est temps de pouvoir construire un Internet et des logiciels qui correspondent à la vision du monde que l'on a? Absolutely, I couldn't agree more when it comes to developing alternatives. Tout à fait, je suis complètement d'accord avec cela. Il y a quelques années, j'ai mis en place un programme de financement avec le ministère de l'Éducation et de la Science allemand qui s'appelle le Fonds de prototype qui vise à financer les entreprises de la tech. Le fonds a financé par exemple un réseau de mesure de la qualité de l'air.
des bases de données, des outils pour les lanceurs d'alerte, une application de messagerie confidentielle, un dictionnaire pour la langue des signes, toutes sortes d'outils, certains répondant vraiment aux besoins de communautés marginalisées et co-conçus avec ces personnes. Beaucoup de solutions existent déjà, mais elles ont besoin qu'on leur donne une caisse de résonance. Aux États-Unis, il y a l'Open Tech Fund qui finance des logiciels qui soutiennent la liberté d'expression à l'international. Et je crois que l'Union européenne a besoin de mettre en place quelque chose de similaire, peut-être pas forcément pour la liberté d'expression, mais pour le respect des droits du public dans la technologie. Les financements vont devoir aller aux équipes qui font preuve de diversité ou aux équipes dirigées par des femmes ou des personnes issues des minorités, parce que une étude récente a montré que sur 100 $, 92 $ sont investis dans des entreprises technologiques européennes fondées par des hommes. Donc nous avons besoin d'outils et d'infrastructures de financement qui nous permettent de lutter contre cela. Il y a également un autre programme sur lequel travaillent l'Allemagne et la France. Gaia-X, c'est un service de cloud de manière à ce que nous puissions ne plus être dépendants des services de cloud comme par exemple Amazon Web Services. Je pense que ce sera un vrai sujet dans les prochaines années. Nous allons devoir identifier quelles parties de l'infrastructure sont encore nécessaires, quels sont les outils dont nous avons encore besoin, quelles sont les lacunes qui restent et qui a la vision qui peut combler ces lacunes. Je pense que c'est quelque chose de très important, en effet. Merci pour cette question. Qui se demande à qui profitent finalement ces biais. Est-ce qu'on est sur une domination qui est économique par des mastodontes californiens ou chinois, etc. Ou les gouvernements les utilisent-ils? À qui profitent ces biais discriminants? Eh bien, ce qui est intéressant, c'est que quand même une partie de ces biais profite au fond à personne. Parce qu'en fait, une partie de ces biais rend la tech moins bonne, moins performante, moins vendable. C'est-à-dire que si l'équipe qui avait développé la reconnaissance faciale sur les téléphones avait été plus mixte, ils auraient probablement jamais relâché sur le marché un appareil qui marchait avec si peu de monde. On peut aussi estimer qu'à partir du moment où la tech est développée vers les personnes qui ont le plus de pouvoir d'achat, on fait aussi une certaine économie en laissant tomber des groupes qui représentent moins de pouvoir d'achat et qui, de toute façon, possiblement, ne peuvent pas acheter. Mais c'est assez compliqué. C'est-à-dire, d'une part, il y a des biais dont on n'avait pas conscience au moment où on a relâché le produit, et d'autre part, on a des biais qui sont là parce que, somme toute, on estime que, au coup par coup, ça peut être plus rentable. Par exemple, Tinder s'est fait dénoncer il y a quelques années maintenant, 2 ou 3 ans, je ne sais plus exactement, parce qu'il avait implémenté un biais totalement sexiste, qui était supposé lui permettre d'être plus rentable, c'est-à-dire qu'il privilégiait les appariements entre hommes de niveaux sociaux supérieurs aux femmes, parce qu'ils pensaient que ça marcherait mieux. Enfin, ça marcherait mieux au sens que le Tinder n'est pas là pour que vous restiez en couple très longtemps, sinon c'est la mort du business, mais que ça permettait de faire davantage tourner, donner davantage de satisfaction dans le swipe. Donc là, on a implémenté un biais sexiste volontairement parce qu'on a pensé que ça permettait de faire du business. Donc au coup par coup, certains biais, à mon avis, sont coûteux, dans le sens où, pour le coup, la tech est moins bonne, moins performante. D'autres sont instrumentalisés parce qu'on pense que ça permet de faire gagner plus d'argent. J'avais une question pour Teresa, c'est que finalement, on s'est interrogé beaucoup sur ceux qui fabriquent ces algorithmes, ceux qui travaillent derrière l'intelligence artificielle. Est-ce qu'aujourd'hui, on a toujours eu
la peur que la machine finalement dépasse l'homme et que cet algorithme, cette intelligence artificielle se nourrit de nos données qu'on produit tous les jours et qui finalement elle se distancie de ceux qui l'ont créée et finalement elle prend ses propres biais et nous en tant qu'humains on ne peut plus l'arrêter. Est-ce que c'est ça un risque sur lequel vous travaillez? Okay. This is a good question. I mean, there are Très bonne some question. applications that are Il y a outperforming human effectivement des applications qui human performance. sont plus efficaces que Great achievements. So les these performances high-performing, humaines. Systems are examples of narrow AI. So Comme par actually, exemple if you consider, l'intelligence artificielle big étroite. successes like the AI system built, for example, for AlphaGo and for the game of Go. And Par beating exemple, the, le système conçu pour AlphaGo qui a vaincu des champions de Go. Cette application de l'intelligence artificielle est très performante, mais uniquement dans ce domaine, pour ce jeu en particulier. Si vous changez de domaine d'application, l'intelligence artificielle, enfin, cette intelligence artificielle-là ne fonctionnera plus, ou au moins plus au même degré d'exigence. Et c'est vrai pour beaucoup d'autres programmes qui ont été développés pour des tâches spécifiques. Donc oui, on peut atteindre un haut degré de performance et je pense que les êtres humains vont devoir, au moins ceux qui utilisent les produits des algorithmes pour certains secteurs, comme par exemple les soins de santé, les individus vont devoir être formés à la fiabilité du système et à la manière dont il fonctionne, parce que ce n'est pas de la magie. C'est quelque chose qui est très important parce qu'on peut vraiment changer les choses dans certains domaines. Nous avons des systèmes très précis qui peuvent nous aider à prendre de meilleures décisions, mais nous devons garder à l'esprit que la personne qui prendra la décision va devoir être consciente des capacités du système. Les machines ne vont pas remplacer l'humanité, c'est de la science-fiction. On est dans le domaine de l'imaginaire. Mais nous devons utiliser ces systèmes pour prendre de meilleures décisions. Nous devons également, d'un autre côté, surveiller les systèmes qui peuvent prédire certaines caractéristiques de notre comportement, comme par exemple dans le cas de Cambridge Analytica. Ce sont des systèmes qui peuvent être très dangereux et très puissants. Il y a des applications qui peuvent être risquées dans ce domaine. Par exemple, lorsqu'un système d'intelligence artificielle peut prévoir les vulnérabilités d'un utilisateur. Et souvent, ces systèmes peuvent être très précis et nous devons donc être très vigilants parce que si nous pouvons, par exemple, prédire ou prévoir les opinions politiques d'un utilisateur, alors il faut bien qu'on sache qui a le pouvoir, qui est propriétaire du système et comment ces informations vont être utilisées, parce qu'elles peuvent être utilisées pour manipuler les gens. Tout le monde sait tout sur tout le monde. Et ce que vous avez justement souligné aussi, c'est qu'un algorithme, c'est une intelligence artificielle, elle est là aussi pour prédire un futur qui n'est pas là sur la base de données qui sont présentes et de pouvoir prédire des comportements, des envies, des choix de vie, des décisions d'une entreprise, etc. Et risque finalement de manipulation des corps et des consciences. Et là, j'ai une question qui se pose la question des données personnelles. Est-ce que finalement, en 2021, dans la société numérique,
est-ce qu'on peut finalement toujours naviguer dans cette société-là, protéger nos données personnelles et surtout faire en sorte que ces données-là ne viennent pas renforcer les biais dont nous avons parlé. Julia, je ne sais pas si vous avez une... I really don't want to go down the super dystopian road. I think J'ai pas vraiment envie de m'embarquer dans cette discussion dystopique. Je pense que nous pouvons protéger notre vie privée si nous utilisons les bons outils, si nous prenons cela au sérieux, notamment sur le plan législatif et juridique, mais aussi si on se protège soi. Si vous, en tant qu'individu, n'êtes pas sur Facebook, si vous n'êtes pas sur les réseaux sociaux, take as much data and analyze it, even then, like the systems can infer certain things about eh bien, les systèmes peuvent quand même déduire des informations sur vous parce que vos familles, vos amis sont sur ces plateformes. Donc, il va falloir, lorsque l'on parle de vie privée, passer d'un concept qui concerne l'individu en particulier à un concept qui affecte le collectif. Marie Picha et Marie Disney ont écrit sur les dangers collectifs des données. Même si vous vous protégez, vous, vos proches, étant sur certaines plateformes et partageant des données sur ces plateformes, peuvent avoir des conséquences sur vous parce que ces données peuvent être déduites. Il faut se concentrer sur ces dommages collectifs pour la société et pas simplement sur l'individu. Pour moi, c'est une piste à suivre pour l'avenir, se pencher sur la vie privée sous l'angle collectif. Si on protège la vie privée collective, on pourra protéger la vie privée individuelle. De chacune et chacun, est-ce qu'on est captif finalement de cette société numérique-là ou est-ce qu'on peut faire les choses différemment pour ne pas augmenter ou creuser finalement ces biais et pouvoir corriger les choses à l'avenir? Est-ce que c'est encore faisable? On n'est pas forcément aussi captif que parfois on veut nous laisser penser qu'on est captif. C'est-à-dire on peut entrer dans un discours de résignation en disant de toute façon... ça y est, nos données sont collectées, nos vies sont monitorées, nos choix sont connus, il n'y a plus rien à faire. Il y a eu un documentaire qui est passé sur Netflix il y a quelque temps. Le titre français était « Derrière nos écrans de fumée », qui avait un discours assez spécieux parce qu'il enregistrait les confessions d'un certain nombre de milliardaires de la Silicon Valley, ex des GAFAM, qui disaient on pensait réellement créer un monde meilleur ». Ça, Making a Better World, ça revient sans arrêt. Et nous-mêmes, on s'est laissé prendre à nos propres algorithmes. On est devenus nous-mêmes addicts à ce que nous fabriquions. Alors si nous-mêmes, qui le fabriquions, on s'est laissé prendre, vous n'avez aucune chance. Non, pas du tout. C'est-à-dire que la grande différence entre eux et nous, c'est que eux, ils croyaient faire le bien, ils croyaient faire un monde meilleur avec ce qu'ils inventaient. Ils y croyaient vraiment, ils se sont laissés prendre. On n'est pas forcément tous et toutes aussi naïfs et aussi naïves. On ne pense pas nécessairement que Facebook, Pinterest, Twitter, etc. va rendre notre vie meilleure ou va faire de nous de meilleures personnes. Donc en fait, notre libre arbitre, on l'a toujours, y compris notre volonté ou non d'interagir avec ce type de réseaux sociaux, y compris de faire comme ce qui a été proposé, c'est-à-dire d'être extrêmement vigilant à la manière dont on partage ces données et aux endroits où on va échanger, et de notre manière d'utiliser le numérique. Mais si une partie des choses nous échappe, ça c'est tout à fait vrai, même si on n'est pas sur les réseaux là-dessus, je suis entièrement d'accord, on est quand même encore complètement maître et maîtresse de toute une partie de nos décisions dans notre rapport au numérique. Et en particulier, continuer à se battre pour qu'il existe un numérique commun, libre, gratuit, etc. etc. Nous sommes à Genève, qui abrite plusieurs organisations qui gravitent autour de l'Internet. Une question justement de Pierre qui se pose, qui se demande, est-ce qu'il ne faudrait pas inscrire le numérique, la question des algorithmes,
au même titre qu'on défend les droits humains, les droits de l'homme, etc. Est-ce qu'il faudrait maintenant avoir un organisme qui défende finalement cette neutralité des algorithmes? Alors, par exemple, il y a une association qui s'appelle la Quadrature du Net, qui est française et qui œuvre beaucoup dans cette direction. Il y a le fait que l'Union européenne considère, par exemple, que le droit à Internet, c'est comme le droit à l'électricité ou à l'eau courante. Alors, on est en train, j'ai le sentiment, mais là, je pense que les autres invités sont plus compétentes que moi en la matière, mais je pense que c'est vers là qu'on se dirige. Est-ce qu'on s'y dirige assez vite et avec suffisamment d'énergie? Ça, j'en sais rien. Mais je pense que c'est effectivement dans cette direction qu'on se dirige. Est-ce que vous avez un avis, Julia? Oui, la Commission européenne travaille sur nombre de ces sujets, mais comme nous le savons, la législation avance bien plus lentement que le développement technologique. Je n'ai pas de réponse à cette question parce que je ne travaille pas sur les politiques technologiques, mais nous vivons dans des démocraties, n'oublions pas cela. Et c'est le peuple qui a le pouvoir. Nous devons remettre en question les partis politiques pour lesquels on vote, quel est leur programme numérique, est-ce qu'ils sont pour la confidentialité, le cryptage des données, qu'est-ce qu'ils proposent en matière de numérique. Et il faut voter pour les partis qui promeuvent les droits numériques, de manière à ce que ce ne soit pas quelque chose qui repose que sur les organisations de la société civile ou la bonne volonté des entreprises. En Chine, les choses sont tout autres, mais en Europe, nous vivons encore en démocratie. Nous avons donc ce levier législatif qui peut être utilisé pour confronter, faire face à ces entreprises et veiller à ce que les citoyens soient protégés. À vous trois, nous arrivons au terme de ce débat. Donc, merci beaucoup, Julia de Berlin. Merci beaucoup, Teresa, d'avoir participé à ce débat. Et merci beaucoup, Isabelle, pour vos remarques. Et merci à vous de nous avoir suivis. Bonne soirée. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir.